En ce début du XVIIIe siècle, les esclaves de l'île de Haïti proviennent tous d'Afrique. Ils sont sujets au commerce et François Mackandal est l'un d'entre eux. Mais ce François Mackandal est un homme lettré, sans doute musulman, puisqu'on dit qu'il savait lire et écrire la langue arabe. Il avait également des talents artistiques. Il appréciait la musique, il appréciait la peinture, il appréciait la sculpture. Et en ce début du XVIIIe siècle, il n'a qu'une douzaine d'années lorsqu'il est capturé. Lorsqu'il est capturé et conduit aux Antilles. Mais en plus de ses dons artistiques, François Mackandal a des connaissances médicales affirmées, et ce, malgré son jeune âge. En effet, il sait quelles herbes utiliser pour guérir, mais également, il connaît celles qui paralysent, celles qui engourdissent, ou encore celles qui tuent. Bref, Mackandal est un esclave qui, nous allons le voir, grâce à son intelligence et ses compétences, sera un élément révolutionnaire avant que l'on parle de la fameuse révolution haïtienne. Et ce sont ces personnages courageux et inquiétants pour le pouvoir en place, qu'il soit colonial, libéral ou néolibéral, qui nous intéressent dans JM Analysis. Faisons donc une place de choix aujourd'hui à François Mackandal, brûlé vif par les autorités royales françaises en 1758 et qui mérite que l'on se souvienne de lui. JM Analysis, un autre regard. Nous pouvons imaginer le jeune François Mackandal âgé de 12 ans, tiré à hue et à dia, tiraillé, emporté et bousculé sur le marché aux esclaves de Saint-Domingue. Il est acheté par un colon qui réside aux alentours du Cap Français, et très vite, le jeune François va devenir populaire. Populaire dans cette partie de l'île de Haïti. Pour quelle raison ? C'est que malgré son jeune âge, François Mackandal jouit d'un certain charisme auprès de ses compagnons d'infortune. Tout d'abord parce qu'il a des talents d'organisateur. Il faut savoir qu'après le travail exténuant effectué dans les champs de canne à sucre, les esclaves organisaient en Haïti des fêtes dansantes qui s'appelaient des kalindas. Et ces danses provenaient en fait de l'ancien royaume du Congo. Notre Mackandal était, si vous voulez, le géo, le grand organisateur de ces fêtes, ce qui lui conféra immédiatement une aura certaine et un certain pouvoir auprès des esclaves. Mais il avait, Mackandal, un autre atout. C'était, comme je l'ai dit, sa grande connaissance de la pharmacopée. Ce qui fait que les esclaves étaient soignés par les herbes ou les racines que Mackandal avait appris à répertorier sur son nouveau territoire antillais. Mackandal est donc populaire, il est admiré, il est apprécié de tous. Quel est donc l'événement qui va changer la donne ? Je dois préciser que dans la biographie de Mackandal, l'histoire factuelle est souvent confondue avec le mythe. Et nous le savons tous, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire et les colons se sont empressés de dépeindre Mackandal comme un démon libidineux afin de justifier sa mise à mort ou sa torture. Parmi ces éléments mythiques, on trouve l'histoire suivante. Mackandal
serait tombé amoureux d'une jeune esclave que convoitait également le chef blanc de sa plantation, de la plantation où Macandal était esclave. La jeune femme jeta son dévolu non pas sur le maître, mais sur Macandal, ce qui déplut fortement, évidemment, au maître, vous vous en doutez. Et ce colon résolut de se venger de notre pauvre Macandal. Mais il ne put rien trouver comme argument ou comme raison pour le punir avec sévérité. Il lui demanda donc de la manière la plus gratuite qui soit de se coucher par terre afin de recevoir une 50aine de coups de fouet. Alors c'est ce que j'appellerais la goutte qui fit déborder le vase de notre homme. Le fait, vous le savez, de subir l'injustice peut provoquer des effets inattendus chez nous. Certains se soumettent avec fatalisme, d'autres ont peur et d'autres vont se taire. Mais Macandal n'est ni un fataliste, ni un couard, parce qu'une vie de bête n'est pas désirable. Il va donc jeter tous ses instruments de travail aux pieds de son maître et va courir à grandes enjambées vers les montagnes d'Haïti. Et là, il va rejoindre le grand cercle de ce que les esclavagistes appelaient les nègres marrons, c'est-à-dire ce que j'appellerais plutôt les moniteurs ou les éclaireurs, car celui qui refuse ces chaînes n'est pas un déserteur, mais un héros qui accepte avec ses compagnons le prix de la liberté. Hey! Quoi? N'oubliez pas de liker. Pourquoi? Parce que la chaîne est cool. Et n'oubliez pas de vous abonner. Pourquoi? Parce que la chaîne est cool. Ces esclaves qui refusent l'esclavage, ces hommes qui retrouvent par leur décision une dignité, vont être poursuivis par des chasseurs de primes, par des brigands, par des meutes de chiens. Ils doivent donc se cacher au fond des forêts, au sommet des montagnes. Ils doivent changer de bivouac sans arrêt. Ils vont devenir les vagabonds de la liberté. Et c'est ce que fit Macandal pendant au moins 18 ans. Imaginez cette vie de fugitif. Mais Macandal, le soir, à l'insu des maîtres, retourne dans les plantations. Il est célébré, Macandal, comme un messie ou comme un prophète. Il est cet homme qui apporte à ces pauvres gens un peu de lumière, un peu de réconfort. Mais il utilise ses pouvoirs, sa magie, pour renverser le rapport de force. En cela, Macandal va commencer à effrayer les colons, car Macandal est persuadé qu'il peut changer les rôles, qu'il n'est plus à présent gibier, mais qu'il est devenu à présent chasseur. Que lui, François Macandal, peut utiliser ses pouvoirs de guérisseur, de magicien, de chaman, pour effrayer le blanc, pour le terroriser et pour le tuer. Il est l'illustration de l'esclave qui se retourne contre le maître, de l'inversion des rôles, que nous appelons révolution en histoire, et Macandal apparaît littéralement comme un Spartacus noir, comme un héros haïtien qui est célèbre jusque sur les monnaies haïtiennes. Alors, à quoi ressemblait physiquement ce Macandal ? Nous aimerions bien le savoir. On dit qu'un peintre aurait réalisé son portrait à l'huile, mais je n'ai pas retrouvé trace de cette œuvre. Macandal, dit-on, était manchot. Manchot, en effet, il eut un de ses bras happé par un moulin sucrier, et après ce terrible accident, on ne lui avait confié que la garde du bétail. Et c'est apparemment lors de ces travaux qu'il put acquérir une bonne connaissance de la flore de Saint-Domingue. Et pendant une vingtaine d'années, il va créer ce qu'on peut appeler un véritable mouvement de guérilla. Il va tuer les propriétaires blancs, il va les empoisonner,
et il était, dit-on, accompagné de 2 amis qui devinrent les commandants de cette insurrection. Tassello et Limbé, voilà le nom de ces 2 amis qui élaboraient avec lui les stratégies d'attaque et les stratégies de harcèlement. C'est dans les hautes montagnes qui couronnent le Margot et le Limbé qu'il se retirait pendant le jour et qu'il rassemblait avec ses 2 chefs un nombre considérable d'autres nègres marrons. Ils avernent sur le sommet presque inaccessible des montagnes leurs femmes, leurs enfants, avec des plantations très bien cultivées, et des bandes de ces brigands armés descendaient, quelquefois aux ordres de Macandal, pour répandre la terreur et le ravage dans les habitations des plaines voisines, ou pour exterminer ceux qui avaient désobéi au prophète. Il paraissait, en outre, affectionner plusieurs jeunes nègres qui lui rendaient compte de tout ce qui se passait sur les habitations où ils étaient esclaves, et de ce nombre était le Sénégalais du nom de Soumi, âgé d'environ 18 ans, beau comme l'Apollon du Belvédère, et plein d'esprit et de courage. Tiré de l'article « Macandal, histoire véritable, Mercure de France », texte anonyme du XVIIIe siècle. Macandal, dit-on, pratiquait l'art du vaudou. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on le considérait comme un ougan, c'est-à-dire un prêtre de la religion vaudou. On dit d'ailleurs qu'il avait sculpté, avec un certain talent, au bout d'un bâton d'oranger, une petite figure d'homme qui, lorsqu'on la touchait, un peu au-dessous de la tête, remuait les yeux et les lèvres et paraissait vivre, paraissait s'animer. Et Macandal lui-même prétendait que ce fétiche répondait à ses questions et annonçait le futur immédiat. Quand il faisait prédire la mort de quelqu'un, le bâton diabolique ne se trompait jamais. Mais ce sont ces tours de magie, ces tours de sorcellerie, qui vont sans doute perdre notre rebelle vaudou. Car ce jeune Sénégalais, Samy, tomba amoureux d'une jeune femme qui eut le malheur d'être également courtisée par Macandal. Ce dernier, vous le savez, vous l'imaginez, en tout cas s'empressa d'empoisonner cette jeune femme et provoqua la colère du jeune amant qui n'eut qu'une idée, trahir et dénoncer son vieux chef auprès des autorités françaises. Le jeune Sénégalais récolta un peu du poison que Macandal avait employé et remit la poudre blanche aux autorités royales. On dépêcha alors un chimiste du Cap français qui attesta la violence du poison et la culpabilité de Macandal. Et ce même Samy était tellement irrité contre Macandal, ce que l'on peut imaginer, qu'il le captura lui-même en lui assénant un terrible coup de massue et le livra à la police du roi, ainsi que ses 2 commandants, Tessolo et Mayombe, qui furent également arrêtés. Macandal subit la question ordinaire et la question extraordinaire, c'est-à-dire la torture. Et on voulait le condamner, bien sûr, à une peine exemplaire en le brûlant devant ses compagnons, ce qui était malheureusement, vous le savez sans doute, une pratique habituelle aux Antilles. Vous pouvez d'ailleurs consulter en ligne, dans les archives coloniales, l'alias qui contient son acte d'accusation, qui s'intitule « Macandal, chef des Noirs révoltés, arrêt de condamnation par le Conseil supérieur du Cap français à Saint-Domingue, 1758 ». Macandal sauvé, Macandal sauvé, Macandal Hougan, Macandal sauvé. Macandal sauvé, Macandal sauvé, Macandal Hougan, Macandal sauvé.
Mais même dans sa mort, et dans ses derniers moments, Macandal nous surprend. Il avait en effet averti ses disciples. On ne tue pas un Ougan, on ne tue pas un chef vaudou impunément. Ses pouvoirs sont tels, disait-il, qu'il était capable de se métamorphoser et de revêtir des apparences pour le moins inattendues. Le jour de la cérémonie funèbre, on planta donc en terre un poteau autour duquel dressa son bûcher. On l'attacha avec une sinistre précision, avec un carcan, à ce même poteau. Mais les efforts que fit Macandal, lorsque l'on mit le feu au bûcher, furent si violents qu'il arracha le poteau et qu'il fit 10 à 12 pas, dit-on, au milieu de la foule. Et là, tous les esclaves crièrent alors au miracle. De toutes parts, on entendait « Macandal sauvé, Macandal sauvé ». Un instant, le temps s'arrêta et l'esprit de la Révolution parut résister aux flammes. Mais le geôlier, du nom de Massé, le captura avec ses chairs tuméfiées, le ligota et l'attacha à une planche qu'il lança de toutes ses forces à nouveau dans le brasier. Bien des esclaves présents, alors, furent persuadés que Macandal, au milieu des flammes, s'était transformé en mouche ou en moustique, porteur de malaria et capable de harceler jusque dans la mort ses bourreaux et les maîtres des habitations et des plantations. Le nom de Macandal est encore utilisé en Haïti pour désigner un poison ou une potion magique. J'aimerais pour finir ce podcast laisser la parole à Raphaël Lucas, qui est maître de conférence à l'Université de Bordeaux 3 et qui insiste à juste titre sur l'importance de l'action de Macandal dans l'histoire antillaise du XVIIIe siècle. Écoutons-le. Macandal reste dans la mémoire collective pour plusieurs raisons. Il comprend qu'il faut dépasser les révoltes localisées ou sporadiques avec lesquelles le système colonial a appris à cohabiter. Le mouvement dirigé par Macandal s'en prend à 3 points névralgiques du monde colonial: le bétail, les champs de canne à sucre et la personne des colons. Le bétail était précieux pour la colonie dans plusieurs domaines. Il était nécessaire pour le transport des hommes et des marchandises, il faisait tourner les moulins sucriers à traction animale, il fournissait de la viande et du lait pour l'alimentation, pour le commerce alimentaire et pour conserver ou augmenter le cheptel. L'économie du système esclavagiste repose essentiellement sur l'exploitation de certaines denrées agricoles comme le sucre, le tabac, le coton et le café. Le sucre étant la denrée la plus précieuse, l'incendie des champs de canne à sucre menaçait le fondement même de l'économie de Saint-Domingue. Quant au projet d'empoisonnement généralisé des colons, il permettait de causer des pertes substantielles en vie humaine chez les bénéficiaires du système, sans recourir au financement onéreux d'une armée et à tout l'aspect logistique que cela suppose. Le statut double de leader de révolte et de personnage doté de pouvoirs surnaturels de Macandal préfigure en outre une première génération de dirigeants de révolte populaire à caractère socio-mystique en Haïti, tel qu'on le verra lors de l'insurrection d'août 1791, en la personne de dirigeants tels que Boukman et Romaine la prophétesse.